Tenter d'obtenir des réponses à de très anciennes questions que se posent les archéologues sur le mystère des pyramides d'Égypte. Et pour y parvenir, nous allons pénétrer à l'intérieur même de l'une d'entre elles. Au-delà d'une mystérieuse porte, sous l'imposante dalle d'une sépulture perdue, se cachent peut-être des secrets dissimulés aux yeux de tous depuis des milliers d'années. Un ancien cimetière à l'ombre des pyramides, une tombe qui ne ressemble à aucune autre. À l'intérieur de cette tombe, le plus ancien sarcophage jamais découvert en Égypte et dont les secrets sont encore prisonniers de la pierre. Il ne s'agit pas là d'une découverte ordinaire. Nous sommes devant la sépulture de l'un des plus grands constructeurs de pyramides, les constructions les plus imposantes de l'histoire de l'humanité. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Une momie? Un trésor pour la vie dans l'au-delà? Des indications sur la façon dont étaient construites les pyramides? Nous le saurons peut-être en pénétrant dans quelques instants à l'intérieur de ce tombeau. Qui étaient ces bâtisseurs de pyramides? Comment une civilisation aussi ancienne a-t-elle pu construire des monuments d'une telle splendeur? Cette émission nous permettra peut-être d'apporter certaines réponses à ces questions et les découvertes que nous allons faire vont sans doute modifier le regard que nous portons sur les pyramides. Enfin, au plus profond de la Grande Pyramide, vous serez confronté au mystère le plus important de tous, un puits secret dissimulé derrière une porte de pierre. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Une chambre vide? Un très ancien papyrus renfermant un texte sacré? Ou bien des informations sur le trésor d'un pharaon dont le corps n'a jamais été retrouvé? Un robot spécialement conçu pour circuler dans la pyramide va nous aider à résoudre l'énigme du puits secret. Vous avez déjà assisté à des spectacles autour des pyramides, mais jamais on ne vous a offert ce que nous vous proposons maintenant. Bonjour et bienvenue au pied des grandes pyramides d'Égypte. Je suis Laura Green et je me trouve sur le plateau de Gizeh, à quelques kilomètres à l'ouest du Caire. Derrière moi, vous pouvez voir l'un des plus célèbres sites au monde, la grande pyramide de Khéops. C'est un tombeau si mystérieux que depuis des milliers d'années, des gens essaient de comprendre ce qu'il cache. Ce soir, nous allons explorer ces mystères selon une méthode que personne n'a jamais encore utilisée. Dans un instant, je vais pénétrer dans la pyramide pour rejoindre une équipe d'archéologues qui étudie en détail un mystérieux passage à l'intérieur de l'une des chambres. Nous savons déjà que ce conduit est bloqué par ce qui semble être une porte en pierre. Nous allons utiliser un robot spécialement conçu pour aller voir ce qui se trouve derrière cette porte. Avant d'y aller, je vais vous présenter mon partenaire, Jay Adler, qui se trouve sur un autre site du plateau de Gizeh, à environ 1500 mètres de moi. Bonsoir à tous, je suis Jay Adler. Quel endroit spectaculaire, n'est-ce pas? Je crois que la nuit fait ressortir toute la magie et la puissance des lieux. Pour commencer, je voudrais vous faire visiter. Je me trouve à 1500 mètres au sud de la Grande Pyramide et à plus de 2 km du Nil, qui est par là, plongé dans l'obscurité. Symboliquement, l'Ouest était très important pour les Égyptiens dans l'Antiquité, car ils pensaient qu'en se couchant à l'Ouest, le soleil entamait un voyage nocturne au pays des morts pour pouvoir renaître chaque matin à l'Est. Voici une cité des morts, une nécropole, où les archéologues ont découvert les dépouilles d'hommes et de femmes qui ont bâti ces pyramides. Mais pour notre émission, le plus important, c'est ce qui se passe là-bas, dans ce tombeau. À environ 3 mètres de profondeur se trouve le plus ancien sarcophage scellé jamais retrouvé en Égypte. Ce soir, avec l'aide d'archéologues, nous allons tenter de l'ouvrir et nous allons peut-être voir pour la première fois la dépouille d'un homme de 4500 ans. On serait tenté de croire que la mort était une idée fixe chez les Égyptiens, mais en réalité, ils étaient plutôt obsédés par la vie sur Terre et dans l'au-delà. Beaucoup des hommes et des femmes qui ont été inhumés ici menaient une course contre le temps pour construire à leur pharaon un tombeau somptueux avant sa mort et avant que le soleil ne sombre définitivement dans la nuit.
Pendant toute sa vie terrestre, le pharaon Khéops a préparé sa mort. Khéops savait que si son nom n'était jamais oublié, il vivrait éternellement, qu'il serait immortel. C'est pourquoi il a fait édifier la plus grande pyramide qui ait jamais été construite. Il savait aussi que l'éternité, c'est très long. Voilà pourquoi il voulait emporter avec lui de très nombreux objets pour sa vie dans l'au-delà. Personne ne sait ce que Khéops a emporté avec lui parce que son trésor funéraire n'a jamais été retrouvé. Plus étonnant encore, le corps de Khéops non plus n'a jamais été retrouvé. Nous savons que les princes égyptiens emportaient avec eux pour leur vie dans l'au-delà des objets incroyables, dont la plupart étaient en or. Toutes sortes de bijoux, des meubles, des jarres, des boîtes recouvertes d'or et bien d'autres choses encore. Le trésor et le corps de Khéops ont sans doute été chargés à bord de son embarcation funéraire qui a dû symboliquement traverser le Nil pour le faire passer de la rive des vivants sur celle des morts. Son corps, tout comme son trésor, lui était utile pour vivre éternellement et ils ont sans doute été rapidement placés dans la plus grande sépulture jamais construite. Mais où sont-ils maintenant ? C'est sans doute le plus important des mystères qui entourent la grande pyramide. Sa momie et son trésor pourraient-ils encore être dissimulés quelque part à l'intérieur ? Nous revoici à la grande pyramide de Khéops. J'ai parcouru environ 400 mètres depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et si la caméra zoome sur moi, vous pourrez sans doute m'apercevoir sur la pyramide. Je m'approche de l'entrée et vu d'ici, le spectacle est vraiment impressionnant. Quand on se trouve au pied de la pyramide de Khéops, on ne peut pas s'empêcher de se demander où peuvent bien se trouver le corps et le trésor du pharaon. Et encore, ce n'est pas le seul secret bien gardé de cette pyramide. L'équipe que nous allons retrouver travaille sur l'un des plus déroutants. Voici l'entrée de la grande pyramide. Ce n'est pas celle d'origine, car elle a été condamnée après l'inhumation du pharaon. Ce tunnel a été taillé dans la pierre il y a environ 1000 ans, et il conduit à ce que l'on pense être la chambre funéraire de Khéops. Mais pour arriver jusqu'à la chambre où travaille notre équipe, je vais devoir emprunter toute une série de tunnels et de passages jusqu'au cœur de la pyramide. J'arrive au premier. Je dois grimper ces hautes marches en pierre pour rejoindre l'endroit où l'équipe tente de dévoiler le mystère du passage secret. Ce mystère a été abordé pour la première fois en 1992 lorsqu'un robot allemand conçu par Rudolf Gantenbrink a exploré le passage de 50 cm² avec sa caméra. À environ 60 mètres à l'intérieur du puits, l'équipe allemande a eu la surprise de découvrir que le puits était bloqué. La pierre ne pouvait pas résulter d'un effondrement, mais semblait avoir été spécialement taillée pour obturer le puits. Mais pourquoi ? Les Égyptiens avaient-ils tenté de protéger quelque chose ? Ce puits menait-il quelque part ? Et quels étaient ces objets qui ressemblaient à des poignées? Pouvait-il s'agir d'une porte? Fasciné par ce puits mystérieux et par cette pierre, le docteur Zahi Hawass, le secrétaire général du Conseil égyptien des Antiquités et explorateur en résidence de la National Geographic Society, rêve de regarder ce qu'il y a derrière. J'ai attendu ça toute ma vie. Financé par la National Geographic Society, un engin téléguidé spécialement conçu pour circuler à l'intérieur des pyramides a été commandé pour exécuter ce travail. C'est un ingénieux robot qui peut transporter toute une série d'outils et de caméras. Le moteur électrique actionne des chenilles mobiles et orientables qui peuvent épouser le relief des terrains qu'elles rencontrent. Pendant plusieurs semaines, l'équipe a exploré le puits à l'aide du robot. Il est parfaitement conçu pour cette tâche, mais cette dernière ne sera pas facile à exécuter. La pierre est située à une 60aine de mètres dans un puits terriblement escarpé et réussir à l'atteindre n'est qu'une partie de la bataille. Oui, ce n'est pas une mince affaire. La première étape du voyage est terminée. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de gravir plus de 35 mètres sur ces grandes marches. Mais je sais que ça en valait la peine parce que je suis maintenant au cœur de la grande pyramide.
Je suis dans ce qu'on appelle la grande galerie. Regardez ce plafond en pierre absolument impressionnant. Les escaliers de chaque côté de la galerie mènent à l'endroit où on a retrouvé le sarcophage de Khéops, la fameuse chambre funéraire du roi. Mais ce n'est pas là que je vais. Je dois prendre le tunnel que vous voyez derrière moi jusqu'à la chambre de la reine. On appelle cet endroit la chambre de la reine, mais l'épouse de Khéops n'a pas été inhumée ici, donc nous ne savons pas vraiment à quoi il correspond. C'est l'une des énigmes que nous espérons résoudre. Je me trouve à une quinzaine de mètres de la chambre, mais j'ai déjà parcouru 100 mètres dans cette immense structure en pierre. Tout au bout, une équipe d'archéologues et de scientifiques nous attend pour envoyer notre robot explorer le passage. Mais avant de les rejoindre, nous allons descendre un peu pour que je vous présente un homme très important. C'est lui qui s'occupe de cet endroit. C'est le directeur des pyramides et le plus grand archéologue d'Égypte, le docteur Zahi Hawass. Contente de vous voir, docteur Zahi Hawass. Bienvenue dans mon beau pays, l'Égypte, et dans les pyramides. Merci beaucoup, c'est formidable. C'est un peu difficile d'arriver jusqu'ici. Nous sommes dans la chambre de la reine et je voudrais bien aller là-bas voir l'équipe responsable du robot. Voici le robot. C'est très impressionnant, c'est le côté technique de l'enquête, n'est-ce pas? C'est cet engin qui va mener l'exploration ce soir. Cette caméra va franchir la porte et filmer ce qu'il y a derrière, sous le regard fasciné de tout le monde. Nous sommes tous très impatients. On commence bientôt? On attend tous ce moment. Il faut passer par cette petite ouverture. C'est pour ça qu'on envoie un robot, et pas vous, Laura. Ce robot est une prouesse de la technologie, nous verrons cela plus tard. Il doit pouvoir tenir dans un espace de 45 ou 50 cm. Expliquez-nous ce qui va se passer quand le robot sera dans le passage. Le robot va percer le mystère. Il va avancer dans ce passage et nous montrer pour la première fois l'intérieur de la pyramide. C'est un secret qui va être révélé ce soir devant tout le monde. Percer un mystère, c'est vraiment passionnant, mais c'est aussi une véritable enquête scientifique, non? Oui, et c'est la première fois que nous avons un robot aussi moderne à notre disposition. La technologie du 21e siècle explique ce qui se passait Il y a 4500 ans. des siècles d'histoire. Incroyable, mais les téléspectateurs se posent une question. Personne n'a jeté un coup d'œil? Non, mais j'ai ma petite idée. Je vous en reparlerai. J'espère bien. Je crois que personne ne sait ce qui se trouve derrière cette porte. Nous allons maintenant retrouver Jay, qui va bientôt pénétrer dans la tombe du contremaître. Cette allée conduit au plus ancien sarcophage encore scellé retrouvé en Égypte. Nous l'ouvrirons plus tard. Mais d'abord, imaginez-vous un peu. Il y a 4500 ans, le cortège funéraire porte le cercueil en pierre sur cette allée. Le fait qu'il y ait une véritable allée en pierre et qu'elle soit située au pied de la grande pyramide laisse penser que celui qui est inhumé là était quelqu'un d'important. Les hiéroglyphes nous révèlent son nom. Nézert Vezert, ainsi que son titre, contremaître de ce district administratif. Nous allons filmer l'intérieur. Voici l'antichambre et 3 fosses funéraires. Celle qui nous intéresse ce soir, c'est celle-ci. Si vous regardez par-dessus mon épaule, en bas de l'échelle, vous verrez le bord du sarcophage scellé. La caméra qui se trouve en bas va vous le montrer en entier. Comme il n'a jamais été ouvert, ni profané, nous pouvons espérer y trouver une momie, un squelette ou des objets, ou même de la poussière vieille de 4000 ans. Les découvertes réalisées sur ce site nous donnent enfin la réponse à la question « Qui a bâti les pyramides ?» Il y a une douzaine d'années, le docteur Zahi Hawass a été confronté à un curieux problème. Alors qu'à proximité des pyramides se trouvent des centaines de tombes de reines, de princes et de princesses, de nobles et de hauts fonctionnaires, il n'a retrouvé aucune tombe des hommes qui ont bâti cet endroit. Zahi savait que s'il pouvait trouver les bâtisseurs, il serait à même de les faire parler, et que ces hommes décédés pourraient lui raconter qui ils étaient et comment ils avaient construit les pyramides. J'ai toujours rêvé de trouver des traces des hommes qui ont construit les pyramides. Fortuitement, en 1990, une touriste l'a aidé à faire de son rêve une étonnante réalité. La découverte s'est faite entièrement par hasard.
J'étais assis dans mon bureau, c'était au mois d'août, il faisait très chaud, je m'ennuyais. Lorsque le gardien en chef est venu m'informer qu'une femme faisait une promenade à cheval et que la patte de l'animal s'était prise dans un trou. Je suis venu ici, j'ai regardé la tombe et j'ai su que je venais de faire une découverte primordiale. C'est la toute première tombe que nous avons trouvée. La voûte est très belle. Elle est entièrement recouverte de plâtre. En regardant ici, j'ai pu lire écrit en hiéroglyphes le nom Pitar Shepsu. En regardant de l'autre côté, j'ai vu une niche dans laquelle les gens pouvaient déposer des offrandes pour cet homme pendant le festin. À côté de ce nom se trouvait une inscription très importante, « Entourage du roi ». C'est ainsi qu'a débuté cette histoire captivante. Zahi savait qu'il fallait continuer à creuser, car l'inscription et d'autres détails de la tombe suggéraient que cet homme était un ouvrier, et que s'il y avait une tombe, cela signifiait qu'il allait en trouver d'autres. Depuis lors, plus de 1000 tombes ont été découvertes, chacune d'elles correspondant à un ouvrier travaillant sur les pyramides. La plupart d'entre elles étaient simples, de petits monticules faits en briques de terre et en pierre, certains ayant la forme de petites pyramides. Plus haut sur la colline, ils ont découvert de plus grandes tombes, qui étaient les sépultures des constructeurs, des bâtisseurs de pyramides. C'était une découverte très importante. Les tombeaux des bâtisseurs contenaient une mine d'informations. Y étaient indiqués non seulement les noms, mais beaucoup plus important encore, les titres de ceux qui y étaient enterrés. Dès lors, le docteur Hawass était à même d'établir l'organigramme de l'une des plus incroyables entreprises de construction qui n'ait jamais existé. Des titres fascinants sont apparus. Le contremaître des ouvriers qui charriaient les pierres. Le contremaître du versant ouest de la pyramide. Chaque nouveau titre révélait de nouveaux détails sur la façon dont les Égyptiens étaient organisés. Dans un endroit comme celui-ci, chaque journée est exaltante. Lorsque l'on découvre une tombe et qu'elle possède une inscription hiéroglyphique, vous savez qu'un tel était responsable des ouvriers, que celui-ci était le contremaître des artisans, l'homme à la tête des fonctionnaires, celui-là le responsable du port. Tous ces titres sont vraiment exceptionnels. Ces bâtisseurs n'ont pas uniquement laissé leurs titres derrière eux, ils ont aussi laissé de très grandes quantités de bière. Des centaines de pots de bière laissés là pour étancher la soif du défunt dans sa vie dans l'au-delà. Des outils ont également été trouvés dans les tombes des ouvriers. C'est le genre d'outil qui était utilisé par un artiste pour sculpter le visage d'une statue, pour le lisser ou pour faire le buste d'une statue. En le touchant, je peux sentir la main de l'homme qui l'a utilisé il y a des milliers d'années. Des statues de princes et de nobles, ainsi que d'autres trésors provenant des tombeaux, sont conservés dans un entrepôt à Gizeh, un endroit dans lequel aucune caméra de télévision n'avait encore jamais pénétré. Mais aux yeux de Zahi, ce qu'il y a de plus étonnant ici, ce sont les statues qui montrent à quoi ressemblaient vraiment les ouvriers. Cette statue a beaucoup de valeur à mes yeux, parce que c'est la première que nous avons trouvée pendant les fouilles. C'est une femme, elle prépare de la nourriture et du pain pour les ouvriers qui travaillent dur à la construction des pyramides. C'est vraiment important, car chacun de ces visages, chacune de ces personnes nous raconte l'histoire des Égyptiens qui ont construit les pyramides. Ces morts ont parlé, et Zahi a appris des choses étonnantes les concernant. Mais ces ouvriers avaient encore bien d'autres secrets à révéler, des secrets qui étaient dissimulés dans leurs os. Des secrets dans les ossements. Ils vont nous raconter bien d'autres choses ce soir. Pour l'instant, je vais descendre pour la première fois dans la chambre funéraire, 3 ou 5 mètres plus bas, pour rejoindre Hamid. Bonjour. Nous commençons par dégager les débris avant d'enlever le mortier qui ferme le sarcophage. Un peu plus tard dans l'émission, les archéologues tenteront de l'ouvrir et nous soulèverons le couvercle sur un secret vieux de 4500 ans. Nous revoici dans la chambre de la reine.
Nous sommes absolument captivés par les images que nous transmet notre robot. Voici ce qui se passe en ce moment, mais nous avons vu quelque chose de très intéressant il y a une minute. N'est-ce pas, Zaïd? Oui, c'était comme une signature. C'était les empreintes des ouvriers, des bâtisseurs de pyramides, des Égyptiens. Et il s'agit des traces rouges que vous voyez à l'écran. Oui, ces traces rouges. Celle-là. C'est la signature des hommes qui ont construit ces pyramides. Il y a 4500 ans, ils ont laissé une trace. On en trouve beaucoup à l'intérieur et à l'extérieur des pyramides. Ce sont des indices sur le passé? Bien sûr. Il y a quelqu'un qui pourra nous en dire un peu plus sur ces indices du passé. Dans le cimetière des ouvriers, nous allons retrouver Jay. Le rythme s'accélère. Vous entendez Hamid qui est en train de casser le mortier sur le couvercle du sarcophage. Bien sûr, nous ne savons pas du tout ce qu'il y a dedans, mais les objets retrouvés dans ces tombeaux nous donnent une idée de la vie des gens qui vivaient ici à l'époque. Par exemple, ici, il y a des fragments retrouvés dans ce tombeau. Ce sont des morceaux de récipients qui contenaient de la bière ou du pain. C'est pas mal pour entamer une vie dans l'au-delà de la bière et du pain. Il est important de se souvenir ce soir que même si nous nous concentrons sur les tombeaux et sur les ouvriers de ce cimetière, l'archéologue Mark Lehner a déjà fait de grandes découvertes sur le site en bas de la colline. Une autre mine d'or pour les archéologues se trouve juste au-dessus des tombes des ouvriers. C'est là que l'égyptologue Mark Lehner a touché le gros lot. Mais cet endroit n'a pas été facile à trouver. Le docteur Lehner a commencé à dresser la carte de l'intégralité du plateau des pyramides en 1980. Mais ensuite, tout comme son collègue Zahi Hawass, Mark s'est trouvé confronté à un problème. Où se trouvaient les ouvriers? Il avait trouvé les carrières dans lesquelles ils avaient taillé les pierres destinées aux pyramides. Mais où vivaient-ils? S'ils pouvaient les trouver, eux ou un quelconque signe de leur vie, ils mettraient la main sur une véritable mine d'informations sur la construction des pyramides. Quelque part, à l'ombre des pyramides, Mark savait qu'une grande métropole était dissimulée, la cité perdue des pyramides. Lorsque nous avons commencé les fouilles, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Nous avions une grande quantité de pyramides et de tombes, mais nous ignorions comment les gens vivaient. Lorsque l'on réunit des dizaines de milliers de personnes pour construire une pyramide, quelles traces laisse-t-il? C'est à moins d'1,5 kilomètre de la Grande Pyramide, à la limite de la banlieue du Caire, qu'il a découvert cette trace. Pendant une de nos premières saisons de fouilles, un engin a creusé un trou et a raté de peu 3 grands pots de terre. Ces pots de terre sont tout d'abord apparus au-dessus d'une surface de cendre noire très consistante. Tellement consistante que nous l'avons appelée velours noir. Nous savions que nous devions nous trouver au-dessus d'une ancienne boulangerie, parce que dans les tombes, ils s'étaient représentés en train de faire du pain dans de très grands pots semblables à ceux qui remplissaient la partie sud de cette boulangerie. Mais personne à l'époque n'en avait vu d'aussi grand. Ils avaient une forme conique à l'intérieur, et nous savions qu'ils avaient dû donner leur forme au pain que nous les voyions transporter dans les scènes d'offrandes représentées dans les tombes. Nous en avions vu les représentations, mais n'avions jamais trouvé la boulangerie où ils étaient fabriqués. Enthousiasmés par cette découverte, ils ont agrandi le site, qui par la suite n'a cessé de s'étendre. Les restes d'un mur les ont conduits vers un autre mur, puis vers un autre, découvrant un immense quadrillage de construction en briques de terre et de rues alignées. Ils avaient découvert un site qui s'étendait sur une superficie égale à celle de 6 terrains de football. Ce n'était pas seulement l'un des plus grands sites jamais mis à jour en Égypte, c'était le plus étrange. Aucun archéologue n'avait nulle part trouvé une ville comme celle-ci auparavant. Ces grandes rues qui séparaient de longues rangées de galeries ne sont pas du tout ce à quoi nous nous attendions. Ça ne ressemble à aucune demeure ni campement déjà trouvé en Égypte. Mark a été encore plus intrigué lorsque l'équipe a continué à trouver sans cesse la même chose, boulangerie après boulangerie. Il ne s'agissait pas des marques d'un étrange culte du pain sacré. Lehner avait découvert la clé de la réussite des Égyptiens.
Les trouver reproduites à l'échelle de centaines de boulangeries nous a fourni en fait un aperçu de la façon dont les pyramides étaient construites au tout début de l'histoire égyptienne. Ce n'étaient pas des fabriques miraculeuses de pain. Les Égyptiens avaient tout simplement reproduit un nombre incalculable de fois la façon dont ils faisaient les choses chez eux, dans leur maison. Il s'agissait de faire du pain à l'échelle industrielle. Par l'intermédiaire des boulangeries, il était dorénavant possible d'entrevoir l'univers des bâtisseurs de pyramides, dont le pain était l'aliment de base. Les boulangeries ont fourni un modèle permettant de comprendre dans sa globalité le projet complexe des pyramides. Des centaines de boulangeries pour des milliers d'ouvriers qui charriaient des millions de pierres pour la pyramide de leur pharaon. Nous sommes toujours dans la chambre de la reine, au cœur de la grande pyramide. Zahi, comme nous l'avons dit, vous êtes notre expert, et la question que tout le monde se pose est, qu'y a-t-il derrière la porte? Nous savons maintenant que cette porte fait environ 9 cm d'épaisseur. C'est un bloc de pierre avec 2 poignées en cuivre qui bouchent le passage. Il y a donc forcément quelque chose derrière. Mais quoi? Si on est optimiste, on peut espérer que les trésors de Khéops sont cachés derrière. Et même si on n'est pas optimiste et qu'on ne découvre qu'un petit passage ou une cavité, je crois que ce sera quand même une grande découverte. Parce que ce sera un endroit de la grande pyramide qu'on dévoilera pour la première fois. Tout est important. Oui, absolument. Je sais que vous devez nous quitter. Oui, même si ça vous brise le cœur. Je sais. Ne pleurez pas et pas de bêtises. Je vais essayer de ne pas regarder. Attendez mon retour. À tout à l'heure. Le docteur Hawass nous rejoindra plus tard dans la chambre de la reine, quand la caméra sera plus près de la porte. Nous allons bientôt percer le mystère. Nous savons une chose, les pyramides ont été bâties très tôt dans l'histoire égyptienne, à une époque où la roue n'existait pas encore. Il n'y avait donc pas de poulies pour mettre en place ces énormes blocs de pierre. Ce qui est étonnant, c'est la rapidité avec laquelle les Égyptiens ont construit ces incroyables structures. Et les grandes pyramides sont des monuments tellement impressionnants qu'il est difficile de concevoir qu'elles aient été conçues et achevées en moins d'un siècle. Avant que les pyramides n'existent, les premiers rois égyptiens étaient enterrés dans le sol sous de simples amoncellements de briques de terre appelés mastaba. Le changement s'est produit aux environs de 2600 avant Jésus-Christ lorsqu'un raz-de-marée architectural a eu lieu. C'est alors qu'un génie nommé Imhotep a conçu une nouvelle façon de rendre hommage au roi et que l'on pourrait considérer comme les premières marches vers le paradis. Construit pour un pharaon nommé Djeser, cet édifice est l'une des constructions les plus extraordinaires de la planète. C'est la toute première pyramide du monde. Aujourd'hui, le docteur Hawass doit effectuer une mission très délicate dans la pyramide. Il va s'enfoncer très profondément dans le sous-sol pour vérifier l'état de certains trésors, en particulier celui d'une sculpture du pharaon dont on craint qu'elle ne soit endommagée. Il s'enfonce dans un dédale. L'architecte ne s'est pas contenté d'édifier une gigantesque pyramide pour le roi Djeser, il lui a aussi construit pour l'éternité un tentaculaire palais souterrain. Personne ne s'est rendu dans ces chambres depuis plus de 30 ans. Étant extrêmement dangereuses car des éboulements s'y sont produits, elles ont été fermées il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, Zahi va devenir le seul archéologue vivant à avoir visité la demeure éternelle de Djeser. S'étendant sur presque 6 km de tunnels, puits et galeries, le palais était rempli de jarres et d'offrandes, de tout ce dont le roi pouvait avoir besoin pour sa vie dans l'au-delà. Certains de ces objets sont toujours là. Cette jarre a été fabriquée pour conserver la bière et ses paniers sont faits en papyrus. Pouvez-vous imaginer que vous êtes en train de toucher un panier sur lequel Djeser a peut-être posé la main? Je dois dire que c'est dangereux. Les pierres situées au-dessus peuvent s'effondrer et nous pourrions rester enterrés ici toute notre vie.
Au cœur du palais, en bas d'un gigantesque puits, Zahi atteint la chambre funéraire du roi Djeser. C'est incroyable. Les gens qui parlent de la grande pyramide de Khéops ignorent qu'avant Khéops, les Égyptiens avaient construit un incroyable monument comme celui-ci. C'est le plus bel endroit sur Terre. Au centre, en partie dissimulé par un éboulement, il trouve le sarcophage de granit du pharaon. Il est terriblement lourd. Je pense qu'il pèse environ 20 tonnes avec le couvercle. Voici le lieu qui a été conçu pour le repos de ce grand roi. Mais le corps de Djeser ne se trouve pas à l'intérieur. Il n'a en fait jamais été retrouvé. Zahi poursuit ses recherches et à l'extrémité d'un petit corridor, il trouve ce qu'il cherchait. Une impressionnante représentation du roi sculptée sur une porte magique. Franchir cette porte permettait à Djeser de pénétrer dans l'au-delà. Incroyable. Ce moment est terriblement émouvant pour Zahi, car jamais cet objet ne devait être vu par les vivants. C'est un jour très important dans ma vie. Zahi peut retourner au XXIe siècle et au royaume des vivants en étant rassuré sur l'état des trésors. Peut-être plus que quiconque, Zahi est à même de mesurer l'importance de cette pyramide. Cette architecture a été comme une révélation dans l'Égypte ancienne. Elle a engendré un siècle de construction de pyramides. À cette même époque, le père de Khéops, le grand pharaon Snéfrou, résolvait un épineux problème. Il a conçu la façon de bâtir des chambres et des puits à l'intérieur même d'une pyramide de pierre. Mark Lehner, l'un des plus célèbres spécialistes des pyramides au monde, est venu dans la première pyramide de Snéfrou pour nous révéler de quelle façon le pharaon avait opéré. Des siècles avant que les Romains n'aient inventé l'arche, comment les Égyptiens ont-ils pu empêcher que la masse énorme de la pyramide, située au-dessus de la chambre mortuaire du pharaon, n'écrase cette dernière ? Afin de bâtir une chambre dans la pyramide sans que la masse de la pyramide ne l'écrase, ils ont construit les murs de côté en encorbellement, c'est-à-dire qu'ils ont placé chaque rang de maçonnerie quelques centimètres plus à l'intérieur que la précédente. Ils ont poursuivi cet encorbellement jusqu'au sommet, jusqu'à ce que la chambre se referme sur elle-même. C'est pourquoi la masse de la pyramide n'écrasait pas la chambre funéraire. Cette importante invention a permis de placer le corps de Snéfrou plus haut à l'intérieur de la pyramide, plus proche des étoiles et de la vie dans l'au-delà, par l'intermédiaire des marches vers les cieux. Pendant qu'il concevait le moyen de déplacer le corps du roi à l'intérieur de la pyramide, les parois de la première pyramide de Snéfrou se sont effondrées. Les bâtisseurs n'avaient pas encore mis au point la façon de construire une pyramide à pente douce qui ne s'écroule pas. Alors, Snéfrou décida d'en commencer une autre, qui est appelée la pyramide penchée, à cause de ses flancs qui se tordent légèrement en s'élevant vers les cieux. Aujourd'hui, les inspecteurs de Zahi font leur inspection annuelle. À l'intérieur se trouvent de nombreux témoignages sur la façon dont les constructeurs de Snéfrou étaient passés maîtres dans l'art de l'encorbellement. Cette chambre, dont la voûte s'élance vers les cieux, n'est que le vestibule de la chambre funéraire. Pour atteindre cette dernière, les inspecteurs doivent grimper jusqu'à son sommet et ensuite marcher à quatre pattes dans toute une série de petits tunnels. Snéfrou, déterminé à ce que son corps repose en paix, a fait en sorte que sa chambre funéraire soit la plus inaccessible possible. Mais même cette remarquable chambre funéraire, devenue maintenant le lieu de résidence de milliers de chauves-souris, n'a pas su contenter Snéfrou. Aucune trace de son corps, pas même son sarcophage, n'ont jamais été retrouvées.
Tout le monde ignore pourquoi cette pyramide n'a pas satisfait Snéfrou. Peut-être était-ce à cause de sa forme bizarre. Si elle avait continué sous cet angle, ça aurait été la plus grande pyramide jamais construite. Mais certains scientifiques pensent que les flancs étaient trop à pic et qu'ils se seraient effondrés. Nullement découragé, Snéfrou commanda une autre pyramide, la troisième, en moins de 30 ans. Cette fois, il conçoit une version plus petite, mais dont les flancs sont parfaitement lisses. Appelée la pyramide rouge, elle a préparé la scène pour les dernières expériences en matière de construction de pyramides. Mais c'est Khéops, le fils de Snéfrou, qui fera construire la plus grande de toutes les pyramides. Lorsqu'il est devenu pharaon, Khéops a immédiatement commencé à dresser des plans pour sa propre mort, utilisant toutes les innovations de son père. Tout d'abord, Khéops a déterminé le lieu de son temple au cours d'une fastueuse cérémonie de pose de la première pierre. À la suite de quoi, la construction de ce qui allait devenir l'une des 7 merveilles du monde a pu commencer. Pendant très longtemps, la fascination exercée par les mystères royaux contenus dans la Grande Pyramide a occulté les vies des hommes remarquables qui l'ont bâtie. Mais c'est ici que beaucoup d'entre eux ont été enterrés. Le docteur Hawass, en particulier, a cherché à résoudre les énigmes de ce lieu et de ses vies. Quand il sera arrivé, ce qui ne saurait tarder car il est déjà en route, il va superviser l'ouverture de ce qui est peut-être le sarcophage de Nézert Vézert, notre ami vieux de 4500 ans. En raison de son rang élevé en tant que constructeur des pyramides, Nézert devait savoir précisément comment elles étaient bâties. Question qui reste sans réponse depuis des milliers d'années. Alors que la nouvelle pyramide de Khéops s'élevait au-dessus du sol, les bâtisseurs construisaient parallèlement un labyrinthe à l'intérieur. La construction était devenue aussi complexe qu'une partie d'échecs en 3 dimensions. Chaque fois qu'une couche de pierre était placée au-dessus d'une autre, des espaces devaient être laissés au bon endroit pour chaque puits et chaque chambre. À chaque étape de la construction, regarder la pyramide du dessus pouvait révéler à quel point cette entreprise était compliquée. Certains de ces espaces intérieurs sont très vastes. La Grande Galerie, un immense puits incliné qui mène à la chambre funéraire de Khéops, mesure 10 mètres de haut et plus de 43 mètres de long. À l'entrée de la chambre funéraire du roi, les ouvriers qui ont construit la pyramide ont installé un ingénieux système destiné à arrêter les pilleurs de tombes. Après avoir déposé le corps du pharaon dans le sarcophage, les ouvriers et les prêtres poussaient cette dalle pour obstruer l'entrée de la chambre funéraire. Le pharaon était enterré en toute sécurité pour sa vie dans l'au-delà. Les blocs ont été enlevés il y a bien longtemps, sans doute par des pilleurs de tombes. De l'autre côté se trouve le sanctuaire intérieur, la chambre funéraire. Curieusement, tout comme dans la chambre de la reine, il y a ici 2 petits puits. Ils devaient être en communication avec l'âme de Khéops, qui a été ensevelie dans l'énorme sarcophage. Mais son corps n'a jamais été retrouvé, pas plus que sa chambre du trésor. L'idée de chambre demeurée secrète a fasciné le public pendant plusieurs siècles. Quant à la plupart des puits et des chambres connues, ils sont toujours un mystère à l'image de la chambre souterraine située sous la pyramide. Elle est située à presque 30 mètres au-dessous de la surface du plateau et ne peut être atteinte qu'en empruntant un puits escarpé. Taillée à même la roche, elle aurait dû être immense, une quinzaine de mètres de long sur 5 mètres de haut.
Mais elle n'a jamais été terminée. À quoi devait-elle servir? Était-elle destinée à devenir la chambre funéraire et a-t-elle ensuite été abandonnée pour une autre située plus haut à l'intérieur de la pyramide? Et que dire de la chambre de la reine? Malgré son nom, elle n'était pas destinée à l'épouse du pharaon. Sa propre pyramide est située tout à côté. Le puits dans lequel notre équipe fait des recherches commence ici, dans la chambre de la reine, où je me trouve en ce moment. Mais comme nous le savons déjà, si cette chambre n'était pas destinée à la reine, à qui ou à quoi devait-elle donc servir? Selon une théorie qui veut qu'elle ait été destinée à l'âme du roi, une statue de Khéops était placée dans la niche devant laquelle je me tiens actuellement. Les Égyptiens croyaient qu'une statue ou une représentation de quelqu'un s'emparait de son esprit lorsque cette personne décédait. S'il y avait une statue, il est probable que les pillards s'en sont emparés. En regardant attentivement derrière moi, vous pouvez constater que les voleurs ont essayé de creuser un tunnel, sans doute pour chercher l'endroit où ils pensaient trouver le trésor de Khéops. Mais il n'y avait aucun espace secret à cet endroit. Ce soir, notre équipe va peut-être découvrir un nouvel espace derrière la porte de pierre. Le résultat des recherches repose essentiellement sur un surprenant engin spécialement conçu pour cette entreprise. Plusieurs mois avant que l'expédition ne débute, une équipe de spécialistes en robotique était déjà au travail à Boston, dans l'État du Massachusetts. Ce sont des experts habitués à envoyer des engins robotisés dans les lieux les plus inaccessibles du monde. Mais concevoir un engin capable de remonter un puits d'une 60aine de mètres constituait même pour eux une véritable gageure. Ce projet était un vrai défi, mais aucun ingénieur au monde ne saurait résister à la séduction exercée par les pyramides. La première tâche à laquelle les ingénieurs ont été confrontés consistait à tester un prototype pour s'assurer qu'il serait capable de remonter le long du puits de la pyramide. Même s'il ne doit parcourir qu'une 60aine de mètres, il lui faut atteindre la pierre avec suffisamment de matériel pour découvrir ce qui se cache derrière. Et le tout doit être installé sur un engin devant se déplacer à l'intérieur d'un puits de 50 cm². Nous nous heurtions au problème de la taille, chaque fois qu'il fallait installer du matériel particulier. On se disait, mon Dieu, si j'avais juste 1 millimètre en plus, tout irait mieux. Je pourrais travailler autrement. Ce n'est pas facile. Ils doivent s'entraîner à se déplacer dans du sable, au milieu de pierres éparses et d'autres obstacles. C'est un vrai casse-tête. C'est sans doute le pire environnement auquel nous avons été confrontés. Le sable pénètre dans la boîte de vitesses et dans les roulements. Le robot avait déjà de grandes difficultés à remonter le puits d'essai. Le poids représente les 60 mètres de câble qu'il lui faudra traîner derrière lui. Cet engin devra porter une très lourde charge, que nous estimons à une 20aine de kilos. Mais il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire dans un laboratoire. Le véritable défi les attend au cœur de la plus grande pyramide du monde. Et voici la grande pyramide. Nous nous trouvons actuellement à l'intérieur, à peu près à mi-hauteur, dans un lieu appelé la chambre de la reine. Le robot a maintenant parcouru les 3/4 du trajet dans le puits secret, soit environ 45 mètres. Le robot est astucieusement conçu en 2 parties. La partie antérieure ressemble à un char miniature, c'est là que réside sa puissance. Le robot peut entreprendre des ascensions à 40 degrés à l'intérieur du puits en entraînant son cerveau derrière lui dans une espèce de boîte noire bourrée d'électronique. L'engin est équipé de 5 minuscules caméras numériques qui lui permettent de se diriger et de renvoyer des images détaillées du puits et de la pierre. Mike Basset, qui dirige l'équipe, n'est pas particulièrement habile dans la conduite à distance. J'imagine que c'est comme apprendre à tracter une caravane. Mais il apprend très vite et remonte le puits à la vitesse vertigineuse de 1,50 m par minute. Finalement, après avoir parcouru une 50aine de mètres, ils aperçoivent enfin la pierre qui bloque l'entrée. C'est la porte. Regardez, on voit les poignées. Mais elle va être difficile à atteindre. Le robot se trouve juste en face d'une marche. Elle ne mesure que 5 cm de haut, mais pour un engin qui n'en mesure que 20, il s'agit d'une ascension considérable. Ça glisse encore un peu.
Cette marche est très haute. Elle est inégale, l'angle est inhabituel. J'ai beaucoup de mal à le diriger et à le tracter. Malgré toutes leurs tentatives, le robot est incapable de la franchir. 2 jours plus tard, après de nombreux réglages et plusieurs essais, ils y arrivent enfin. Mais ensuite, il y a eu un problème. Attention, il tombe! Le robot a fait une chute de près de 50 mètres. Le projet semble être tombé à l'eau. Mais à la surprise générale, le robot s'en est sorti pratiquement intact. La cause de l'échec a pu être décelée, une goupille métallique s'est brisée. Les chenilles ont relâché leur prise sur les murs et le robot a dévalé la pente. Le lendemain, équipé d'une nouvelle goupille et après quelques réglages, le robot a grimpé la marche sans encombre. Quelques minutes plus tard, Zahi peut enfin observer pour la première fois cette pierre et ses étonnantes poignées de cuivre. Regardez comme la pierre est lisse, c'est fantastique. Oui, c'est vraiment étonnant. C'est une vision merveilleuse. Ces images sont les meilleures jamais obtenues. Elles ont déjà permis de faire une découverte très intéressante. À partir de cette entaille dans le coin au fond, on discerne des ombres. Et on peut voir très clairement que cette pierre repose dans une rainure verticale côté mur. C'est une très bonne nouvelle car c'est exactement ce qu'il faut faire si on veut glisser une porte par le haut. Meg Withers, la spécialiste de la télédétection, remarque une drôle de matière devant la pierre. Qu'est-ce que c'est à ton avis? On dirait du mortier. À mon avis, c'est très important, c'est voulu. Le mortier que l'on retrouve sous ce couvercle prouve qu'il y a un espace. Je suis sûr que la pierre se déplace et qu'elle a été poussée là. La pierre était peut-être mobile lorsqu'elle a été placée là, mais le mortier l'a sans doute fixée. Ce qui signifie que le seul moyen de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la pierre consiste à percer un petit trou pour la caméra. Pour pouvoir exécuter cette tâche, l'équipe, une fois rentrée à Boston, devra modifier le robot. Ces nouvelles données concernant la pierre ne font que donner encore plus envie à tout le monde de voir ce qui se passe derrière. L'équipe est revenue à la Grande Pyramide il y a exactement 2 semaines avec un nouveau robot baptisé Rover des Pyramides 2. Un des nouveaux équipements les plus prometteurs est une rampe pour franchir la marche. Il ne va pas rester définitivement dans le puits, il sera facilement récupéré à la fin des recherches. L'équipe veut en apprendre le plus possible sur la pierre. Est-ce une porte? Se déplace-t-elle? Ou bien est-ce un gros bloc massif? Plus que tout, ils souhaitent voir ce qu'il y a derrière. Mais ils veulent minimiser les dommages causés à la pierre. Ils ont déjà essayé de regarder par toutes les fentes existantes, telles que celle qui est située dans le coin, mais aucune ne donne sur l'autre côté. Pendant ce voyage, le robot transportait un instrument destiné à mesurer l'épaisseur de la pierre. Pour obtenir un bon résultat, le robot doit exercer une force d'une 20aine de kilos. En mesurant l'épaisseur, il regardait aussi si la pierre peut bouger. Mais elle est restée inébranlable. Les informations recueillies sont étonnantes. L'instrument de mesure indique que la pierre fait environ 8 cm d'épaisseur. Il est peut-être envisageable de percer un tout petit trou dans la pierre, mais Zahi hésite. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de préserver la pyramide. S'il y a le moindre risque, je n'accepterai jamais, en aucun cas. L'équipe a donc construit une maquette du puits et de la pierre afin de pouvoir effectuer des essais de percement. En moins de 25 secondes, le robot a percé un trou parfait dans la pierre, juste assez grand pour y faire passer une minuscule caméra et de la lumière. Par prudence, ils essaient de percer différents types de pierres. Certaines aussi vieilles que celles de la pyramide, et d'autres encore en plus mauvais état. Tous les trous sont nets, sans écailles ni fissures. Finalement, le docteur Hawass décide de continuer.
Armé d'une perceuse, le robot est reparti dans le puits pour y accomplir sa mission la plus importante. Il était 6 heures du matin et après s'être relayé pendant 24 heures, tout le monde était présent pour assister à ce moment historique. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Le trou est parfait et la pierre n'a subi aucun dommage. Nous venons de parler de cette rampe. Voyons maintenant si le robot peut franchir la marche. Regardons de plus près. Le robot, comme vous pouvez le voir, est en train de s'approcher de la rampe. Greg est l'un des spécialistes. Comment ça se passe? Nous avons fait un effort particulier sur la conception de cette rampe. Nous avons évalué les données vidéo des missions précédentes et reproduit la marche. Du bon travail qui a l'air de donner des résultats. Le robot a franchi la rampe. Il ne reste donc plus qu'à placer la caméra et à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Ok Laura, je me trouve à côté de la tombe du constructeur et le docteur Hawass, qui est très occupé, se dirige vers nous. Bonjour Jay. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Vous êtes occupé ce soir? Très occupé. Rendez-moi un service avant que nous n'allions dans la tombe. Expliquez-moi rapidement ce que signifient ces hiéroglyphes. Ce hiéroglyphe parle de la bière et du pain offert pendant le banquet. Mais la chose la plus importante, c'est le titre de cet homme. Son nom, tout d'abord, est Mesert Vezert. Et son titre est Émirat Ut At Berch, ce qui signifie contremaître du district administratif. Cela veut dire que cet homme était le maire du village des constructeurs de la pyramide. Toute cette zone qui entoure les pyramides. De toute cette zone, il était responsable d'eux. Regardez-le, il se tient debout, sa femme est derrière lui. Sa femme? Elle le touche. Elle est peut-être aussi là-dedans. Avec amour et affection, peut-être. Amour et affection, c'est la façon égyptienne. Et c'est ainsi que nous avons bâti les pyramides. Nous allons maintenant y aller. Nous allons descendre. Le docteur Hawass va descendre pour la première fois et diriger les tout derniers instants. Ici, nous avons trouvé un squelette, Ouais. avec un chien. Notre homme était peut-être un ami de ce mendiant. Il faut préciser que nous ignorons ce qu'il y a dans le sarcophage, une momie ou un squelette. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que lorsque les anciens Égyptiens rejoignaient leur dernière demeure, ils avaient la certitude de vivre pour l'éternité. Nous savons aussi quel genre de choses ils emportaient avec eux. Par exemple, Intishedou, le contremaître des charpentiers, a été enterré aux abords de la pyramide. Et être inhumé à une telle proximité du pharaon lui a donné de meilleures chances pour l'éternité. En tant que contremaître, Intishedou a pu s'offrir quelques suppléments funéraires. Il a fait mettre plusieurs statues dans sa tombe, chacune étant sculptée dans la pierre avant d'être peinte. Son immortalité dépend de ces statues qui, placées à l'intérieur de la tombe, jouent le rôle de ses doubles spirituels. Des statues, des jarres de bière et d'autres objets nous ont fourni des indications primordiales sur les constructeurs. Mais les indications les plus importantes trouvées dans la tombe de Intishedou, comme dans celles de tous les ouvriers trouvés dans le cimetière, sont contenues dans ses ossements. Intishedou et les autres ouvriers enterrés dans ce cimetière ont en quelque sorte atteint l'immortalité grâce aux scientifiques égyptiens de notre époque. Les informations obtenues grâce à leurs ossements et à leurs tombes ont, au dire de Zahi, permis de réécrire l'histoire. Avant de les trouver, il était tenté par les écrits des historiens de la Grèce antique qui proclamaient que les pyramides avaient été construites par une armée de 100 000 esclaves. Mais la nouvelle découverte faite par le docteur Asa Sarieldin, spécialiste des ossements, prouve que les Grecs avaient tort. Le docteur Asa lit en quelque sorte dans les ossements, car gravé au plus profond d'eux se trouve l'histoire de ces ouvriers de l'Égypte ancienne. Une armée d'esclaves aurait été principalement masculine, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne ces ossements. Nous avons trouvé que le pourcentage d'hommes et de femmes était d'environ 50%. Nous avons trouvé aussi quelques enfants.
Au lieu d'esclaves, le docteur Asa semble avoir plutôt trouvé un village d'ouvriers où vivaient des familles entières. Les ossements nous racontent encore autre chose sur ce lieu. La plupart des ouvriers, qu'ils aient été libres ou esclaves, passaient leur journée à faire un travail extrêmement pénible. Les radiographies des ossements révèlent en effet une très grande usure des surfaces articulaires. La notion de travail éreintant a dû voir le jour dans l'Égypte ancienne, comme semble le démontrer la très grande quantité de dos endommagés. Cette colonne vertébrale est terriblement incurvée, ce qui est provoqué bien entendu par la compression des vertèbres, plus particulièrement ces 2 ou 3 vertèbres qui sont très abîmées. Bâtir des pyramides sans utiliser ni roues, ni treuils, ni poulies signifie que le corps des ouvriers en pâtissait. Après tout, il ne s'agit pas d'un exploit négligeable, les pyramides étaient jusqu'au XXe siècle les plus hautes constructions du monde. Toutes les 2-3 minutes, 7 jours sur 7, pendant 30 ans, les ouvriers ont dû lever une très lourde pierre afin que les pyramides soient achevées avant le décès du pharaon. De très nombreux ouvriers sont morts pendant la construction et les blessures étaient sans aucun doute très fréquentes. Mais une découverte exceptionnelle suggère que beaucoup ont survécu à leurs blessures. Nous avons ici un exemple d'os fracturé. Voilà, c'est un os du bras. Et l'os que nous observons s'est ressoudé dans une très bonne position. Cet os s'est si bien ressoudé, comme l'indique le cal, qu'il n'a pu être remis en place que par un expert. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais la plus grosse surprise, c'est qu'il ne se contentait pas de réduire les fractures, des preuves indiquent qu'il pratiquait la chirurgie lorsque cela s'avérait nécessaire. Lorsque l'avant-bras d'un ouvrier était écrasé par une pierre, la seule solution médicale était l'amputation. Voici 2 os du bras. C'est leur position normale et ils ont été amputés à ce niveau, à environ 1/3 du bras. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'homme a survécu à l'amputation. Nous avons aussi la partie supérieure du bras de cet homme. C'est ce morceau. On peut constater qu'il est incurvé. En effet, cet homme ayant été amputé à ce niveau, il a commencé à utiliser son bras de cette façon, ce qui a provoqué cette incurvation de l'os. Ce qui signifie que cette personne a vécu très longtemps après son amputation. Personne n'a jamais envisagé qu'à l'époque où les pyramides ont été construites, il était possible de survivre à de tels actes chirurgicaux. Les médecins n'étaient pas seulement capables d'arrêter les hémorragies, ils arrivaient aussi à stopper l'infection, sans doute en cautérisant la plaie à l'aide d'un métal chauffé à blanc. Aurait-on aussi bien soigné des esclaves? Sans doute pas. La façon dont ils étaient traités prouve à quel point les ouvriers étaient appréciés et l'importance que revêtait dans l'Égypte ancienne ce projet régalien de construction. De retour à l'intérieur de la chambre de la reine, le silence qui nous entoure souligne l'exaltation qui nous habite. Nous nous approchons de la porte. Si les caméras descendent un peu, vous pourrez voir que le couvercle a déjà été décapé sur ses 2 faces. Dites-moi, Dr Hawass, il y a des empreintes sur la surface du couvercle. Je peux vraiment ressentir le doigt de mon ancêtre. L'ouvrier qui a refermé ce couvercle, l'ouvrier qui construisait la pyramide. Ça me va droit au cœur.
C'est l'empreinte de l'homme qui a scellé le sarcophage. Et vous allez être celui qui va de nouveau l'ouvrir. Nous allons l'ouvrir ce soir. Très bien. Je suppose que le reste du mortier ne va exiger que quelques secondes. Oui, nous allons commencer maintenant. En fait, je suis en train de terminer ça. Nous ne savons pas exactement qui est l'homme qui se trouve dans la tombe. Nous savons seulement qu'il n'était pas un conseiller du roi. Il est très probable que Nézert Vézert, qui devait porter un collier pour indiquer son rang, était une sorte d'intendant responsable de tout l'approvisionnement et plus particulièrement de la nourriture destinée aux ouvriers. Il était sans doute une espèce de régisseur de la municipalité dans cette énorme cité perdue découverte par Mark Lehner. Et c'est très certainement Nézert Vézert qui détenait toutes les réponses aux innombrables énigmes auxquelles Lehner se trouve confronté. Lorsque nous avons mis à jour l'empreinte de la cité des pyramides, nous avons trouvé une ville. Mais ce n'était pas un endroit où les gens vivaient, c'était un lieu où ils travaillaient. Et il ne se contentait pas de cuire du pain. Il préparait de la nourriture à une échelle qui ferait blêmir de jalousie les cantines militaires ambulantes. En fouillant les ruines de cette cité des pyramides, nous avons trouvé des milliers et des milliers de fragments d'ossements animaux. En fait, tout le long de l'artère principale, nous avons trouvé ce genre d'os qui devait être jeté dans les boucheries. Des mâchoires, des dents et des articulations. Ce qui nous a amené à nous demander si la plus grande partie de la ville n'était pas consacrée à l'abattage du bétail et la préparation des repas. Les ruines de la cité dissimulaient des secrets culinaires encore plus anciens. Pour les trouver, Lehner et son équipe ont poussé leurs recherches plus profondément dans le sol. Chaque millimètre carré de sable enlevé sur le site est passé au tamis puis référencé. Des centaines de milliers de fragments de poterie, de minuscules éclats de charbon et même des graines, tout est analysé et répertorié dans un compte-rendu détaillé. Le travail minutieux finit par porter ses fruits en apportant une nouvelle révélation. Il semble que ces travailleurs ne se nourrissaient pas uniquement de pain et de viande. C'est une minuscule arête de poisson parmi les millions éparpillés sur le site. Donc, non contents de dépecer du bétail, les ouvriers de la cité perdue apportaient des milliers de poissons du Nil qu'ils salaient et faisaient sécher à une échelle industrielle. Ce ne sont pas là des rations d'esclaves. Ces ouvriers étaient nourris comme des athlètes olympiques. Ces ossements représentent assez de bétail pour nourrir des milliers de personnes qui mangeraient de la viande tous les jours pendant un siècle. Et c'est exactement le temps qu'il a fallu pour construire les grandes pyramides de Gizeh. Maintenant, Mark a une idée assez claire de la façon dont ils se nourrissaient. Mais où ces festins se tenaient-ils? À proximité des boulangeries, Mark a trouvé les restes d'un bâtiment à nul autre semblable et muni d'un étrange dispositif de mangeoires et de bancs sur toute sa longueur. Nous avons commencé à trouver sous ces bancs des socles de colonnes en calcaire comme celui-ci, et au vu des trous dans le banc au-dessus du socle, nous avons compris que de fines colonnes de bois devaient se dresser toutes les 5 coudées égyptiennes. En fait, nous nous trouvions dans la plus ancienne colonnade intérieure d'Égypte. Dans cette colonnade, Mark a trouvé de nouveaux indices. Pendant que nous mettions à jour ces mangeoires et ces bancs, en regardant de très près, nous avons trouvé de minuscules arêtes de poissons qui étaient incrustées. Nous avons trouvé des tas d'arêtes de poissons semblables à des aiguilles de sapin desséchées. Voilà une autre arête. S'agissait-il de fragments de morceaux de table ayant appartenu à la première et plus ancienne cafétéria du monde ? Peut-être est-ce l'endroit où des groupes d'ouvriers venaient se nourrir tous les matins avant d'entamer une exténuante journée de travail. En étudiant la manière dont ils vivaient, Lehner commence à se faire une meilleure idée de la façon dont ils travaillaient. Mais ces ouvriers avaient besoin de dormir. Nous connaissons l'endroit où ils étaient enterrés.
Mais où ces milliers d'ouvriers s'allongeaient-ils le soir après avoir fourni toute la journée un labeur exténuant pour leur pharaon? Pour ce Dieu fait homme, qui allait s'allonger dans la pyramide pour trouver le repos éternel. Nous voici de nouveau dans la chambre funéraire. Le docteur Hawass et Hamid ont fait tout le tour, ils ont enlevé tout le mortier. Zahi, parlez-nous du fameux mythe de la malédiction de la momie. Il n'y a aucune preuve scientifique. Cependant, il y a des signes. Près de nous se trouve une inscription qui dit « Si vous touchez à la tombe de cette personne, vous serez dévoré par un crocodile, un hippopotame ou un lion. » Mais ne vous inquiétez pas car maintenant je vais juste déplacer ça un tout petit peu. Y a-t-il un risque possible de fuite toxique? Oui, il y a peut-être des germes à l'intérieur. Lorsqu'on va soulever la pierre, Nous ouvrirons ici, Jay. Et puis les microbes, regardez, ils vont sortir et il ne m'arrivera rien. Mais peut-être vous arrivera-t-il quelque chose parce qu'ils sont très près de votre visage. c'est vraiment quelqu'un de sympathique, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, vous venez de voir comment le joint du cercueil a été brisé. Ce qui va permettre à de l'air vieux de 4500 ans de s'échapper. Ensuite, nous serons prêts à l'ouvrir d'ici quelques minutes. Ensuite, vous pourrez assister à quelque chose de très exaltant. Ce genre d'archéologie en douceur n'a pas toujours été pratiqué. En fait, au 19e siècle, les explorateurs avaient toujours un bâton de dynamite prêt à être utilisé quand ils cherchaient des trésors. Zahi aurait certainement préféré une technique plus subtile. Mais c'est pourtant une folie furieuse de dynamitage qui, au 19e siècle, a donné lieu à l'une des découvertes les plus étonnantes qui ait jamais été faite dans la Grande Pyramide. Un colonel britannique du nom de Howard Vyse faisait usage de dynamite dans une vaine chasse au trésor à l'intérieur de la Grande Pyramide. Au lieu d'un trésor, il a découvert plusieurs pièces secrètes empilées les unes sur les autres au-dessus de la chambre funéraire du pharaon. Elles sont au nombre de 5 et on les appelle les chambres de décharge. Elles ont été construites pour répartir l'énorme charge qui pèse sur le caveau du roi situé en dessous. En fait, le docteur Hawass ne peut grimper dans ces chambres secrètes qu'en empruntant le tunnel qui a été dynamité par Vyse. Il y a bien un trésor ici, mais il est difficile à découvrir. Au cours des 2 derniers siècles, des centaines de visiteurs ont gribouillé leur nom un peu partout sur les murs. Mais au milieu de ces graffitis, les égyptologues ont fait une découverte sensationnelle. Des hiéroglyphes tracés par les hommes qui ont construit les pyramides. Ces graffitis nous révèlent que les pyramides étaient construites par des équipes de travailleurs. Chaque équipe était constituée de 1000 ouvriers. L'équipe était divisée en petites unités qu'ils appelaient fial. Fial est un mot grec qui signifie tribu. Chaque tribu était constituée de 200 ouvriers. Les fiales étaient ensuite divisées en équipes plus restreintes qui portaient toutes un nom. La grande, la verte, endurance, il y en avait même une baptisée perfection. Ce qui pourrait signifier qu'il existait une compétition entre les équipes et qu'il y avait une espèce d'esprit d'équipe. C'est une donnée cruciale pour comprendre la vitesse à laquelle les pyramides ont été construites. Mais les égyptologues ont été encore plus fascinés par un graffiti trouvé dans la chambre de décharge supérieure. C'est la première fois que nous trouvons le nom de Khéops inscrit à l'intérieur de la pyramide. Khéops, à l'intérieur d'un cartouche. Ensuite, il y a le mot Aperu et Sensu. Celui-ci signifie l'équipe, et ça, c'est le nom de l'une des équipes qui a construit les pyramides. Elle s'appelait les Amis de Khéops. Il est étonnant que ce soit le seul endroit connu dans la pyramide où on peut lire le nom de Khéops. C'est ce cartouche-là. Un soleil, un oiseau, une limace et encore un oiseau. En signant leur travail dans ce lieu sacré, l'équipe qui a placé cette pierre a augmenté ses chances d'atteindre l'immortalité.
Diviser les ouvriers en équipes révèle la façon dont ceux qui ont planifié les pyramides organisaient leurs hommes. Cela donnera peut-être à Mark des indices pour l'aider à résoudre la dernière énigme à laquelle il va être confronté. En plus des boulangeries, boucheries et étalages pour faire sécher le poisson, les rues de la cité des pyramides sont flanquées de grands bâtiments surprenants qui ont la forme de longues galeries. Les Égyptiens ont inventé le jeu de quilles, mais il ne s'agit pas là de pistes pour jouer aux quilles. Tout d'abord, nous avons pensé que nous ignorions totalement ce que c'était. C'était étrange et ne correspondait pas du tout à notre attente. Ces longues pièces servaient-elles aussi à la préparation de la nourriture? Que pouvaient bien y faire les hommes qui ont construit les pyramides? Et puis, un beau matin, Mark a eu une idée. Ces galeries qui mesurent une vingtaine de mètres de longueur étaient peut-être des dortoirs. C'est peut-être là que dormaient les équipes d'ouvriers. Si ces galeries étaient des dortoirs, est-ce là qu'ont dormi les hommes de l'équipe Perfection ou ceux de l'équipe Les Amis de Khéops? Peut-être les membres des équipes ne se contentaient-ils pas de travailler ensemble, mais à l'instar des régiments d'une armée, peut-être partageaient-ils aussi des baraquements. Cette théorie a conduit Mark à se poser une nouvelle question. Il pense que la construction des pyramides a nécessité environ 25 000 hommes. Mais il y a de la place uniquement pour environ 2000 personnes dans les dortoirs. Où donc dormaient les autres ouvriers? Le site dans son intégralité devait être un campement. On peut très raisonnablement présumer que les gens campaient un peu partout dans la carrière et sur la pyramide elle-même pendant la construction. Ainsi peut-être certains des ouvriers, sans doute la main-d'œuvre saisonnière, vivaient à proximité des pyramides et étaient nourris avec des produits de bonne qualité apportés par les gens de la ville. Mais les responsables comme Nézert Vézert, l'homme dont la tombe a été récemment ouverte, et les ouvriers spécialisés ne campaient pas. Où donc vivaient-ils alors? Il manquait toujours à Mark des éléments clés de ce tableau. Mais cela n'allait pas tarder à changer. Vers la fin de la saison des fouilles, l'équipe de Mark a repoussé encore plus loin les limites du site et découvert ainsi une pièce maîtresse du puzzle. C'est seulement dans les dernières semaines, quand nous sommes allés plus à l'est, que nous avons commencé à trouver ces petites pièces et ces petites habitations. La cité commence enfin à avoir un sens. Ici, dans ce coin, se trouvent les demeures des ouvriers permanents de la pyramide et de leurs familles. Les artisans, les contremaîtres, les potiers, les tisserands et les charpentiers. En partant de ces deux nouvelles découvertes, celle du docteur Hawass et celle faite sur son propre site, Lehner est maintenant à même de tracer le tableau le plus explicite qui ait jamais été fait du plateau de Gizeh. La première cité industrielle du monde, entourée des maisons où vivaient les artisans spécialisés et leurs familles. Un campement pour les ouvriers saisonniers. Et un incroyable projet de construction. Voici le portrait de l'Égypte ancienne à son apogée. Quel symbole plus spectaculaire de ce pouvoir que cette étonnante construction. Nous nous trouvons à un peu moins de 2 km des pyramides, dans la sépulture du constructeur. Le moment de la révélation est enfin venu. Il y a 4500 ans, nous sommes prêts, Aïe? Oui, nous sommes prêts. Le couvercle va être enlevé et nous allons faire tout notre possible pour faire entrer la caméra. Est-ce qu'il y a un fantôme? J'imagine qu'il y a un squelette. Il y a bien un squelette, c'est ça? Dites-nous ce que vous voyez, Zaï. Je vois un corps qui repose. La tête du squelette se trouve ici. Je pense qu'il s'agit d'un homme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je le vois en regardant cette partie. Je sais qu'il s'agit de Nézert Vézert. Son crâne est parfaitement conservé. On dirait qu'il est couché sur le côté. Oui, il est couché sur le côté depuis 4500 ans.
Je m'attendais à trouver des poteries qu'ils devaient utiliser dans l'au-delà. Mais comme vous le savez, toutes les poteries ont été retrouvées tout autour. Nous avons trouvé des jarres de bière qui doivent être bues dans l'au-delà. Nous avons trouvé des petits pains et toutes sortes d'objets typiques de l'ancien royaume. Le fait qu'il soit couché sur le côté, face à l'est, revêt-il une signification particulière? Oui, car il regarde du côté du soleil levant. Mais la chose la plus importante que je voudrais transmettre aux téléspectateurs, c'est qu'il s'agit là des empreintes des ouvriers égyptiens qui ont construit les pyramides. Cela doit clouer le bec à tous ceux qui parlent d'une civilisation perdue et d'autres bêtises du même genre. Cet homme existe, voici son crâne. À cette époque, il y avait encore très peu de momification. Cela s'est passé 1000 ans avant Toutankhamon, c'est bien ça? Oui, environ 900 ans. La momification en était encore à un stade expérimental. Dans les fouilles que j'effectue, à l'ouest de la Grande Pyramide, j'ai trouvé une momie. Mais cette momie n'était que le moulage du visage d'une femme. Nous l'avons appelée Mona Lisa. Mais regardez ça, les Égyptiens voulaient que son squelette soit préservé parce que c'était un homme important. Voyez-vous des objets, Zahi? C'est ce que je veux vous expliquer, Jay. Pour le moment, je ne veux pas déplacer tout ça. Un archéologue doit pouvoir disposer de documentation. Il y a en haut un photographe qui viendra tout de suite après prendre des photos. Ensuite, la personne qui est chargée de la conservation viendra protéger le crâne. Chaque pièce sera transportée avec beaucoup de précautions au laboratoire pour y être radiographiée. Nous connaîtrons son âge, à quel moment il est mort, ses maladies. Nous apprendrons beaucoup de choses sur lui. Vous ferez des analyses d'ADN? Je ne pense pas que les analyses d'ADN puissent être très précises dans le cas des momies et des vieux os. Pouvez-vous tenir cette brosse et me donner celle qui se trouve là? Je peux nettoyer ce magnifique visage et demander à cet homme de nous raconter le monde dans lequel les Égyptiens construisaient les pyramides. C'est vraiment un message que nous transmet Nézert Vézert. Ça, c'est l'un des points importants que vous voulez souligner, n'est-ce pas, docteur? La culture de l'Égypte ancienne n'était en aucun cas une culture esclavagiste. C'est très important. Les pyramides ont été construites par amour. Vous vous attendiez à ça? C'est ce à quoi je m'attendais. Mais la surprise est venue lorsque j'ai regardé ce visage. Je pouvais vraiment le voir vivant devant moi. Les Égyptiens étaient comme nous. Nous allons maintenant passer à la phase de pure archéologie en un certain sens, mais nous venons déjà de faire une découverte très importante. Et nous en ferons peut-être une autre dans la chambre de la reine. Nous savons enfin ce qu'il y a dans la tombe. Le docteur Hawass a dû cependant retourner à la Grande Pyramide, où nous espérons qu'il pourra regarder de l'autre côté de la pierre dans quelques instants. Mais parlons un petit peu de cet homme, vieux de 4500 ans. S'il était à la tête de la cité des pyramides, il devait travailler dans un palais ou bien un vrai bâtiment. L'archéologue Mark Lehner dispose certainement de la réponse. À l'extrémité sud de son site archéologique, Lehner a trouvé les restes de 2 énormes murs de pierre séparés par un espace équivalent à l'un de nos trottoirs actuels. On trouve rarement de la pierre dans cette cité perdue faite de briques de terre. Ce matériau servait pour une construction monumentale, sans doute royale, tout comme les pyramides. Et ces murs étaient très gros. Ils faisaient presque 1 mètre d'épaisseur. Quel que soit ce qui était abrité ou gardé dans ce bâtiment, cela ne pouvait qu'être de grande valeur. Ces 2 murs dont seuls les angles dépassent suggèrent que tout ce que nous avons découvert jusque-là n'était que l'entourage de ce bâtiment, quel qu'il soit. En d'autres termes, c'est le bâtiment le plus important de tout le site. Mais de quoi s'agit-il? Était-ce le mur d'enceinte d'un édifice royal? Des morceaux du sceau royal qui servaient à fermer les sacs de grains et les jarres de vin ont été retrouvés éparpillés un peu partout dans le site. Alors qu'il continue à creuser entre les murs de pierre, le dernier acte de cette histoire débute. Les derniers jours, nous avons creusé dans ce grand rectangle en contrebas qui était rempli de débris de pierre et de décombres, comme vous voyez ici. Tout en déplaçant les décombres, nous avons trouvé ces drôles de formes semi-circulaires faites en terre. Il s'agissait de silos ronds, c'est certain maintenant.
Il y en avait plein, 7, 8, 12 peut-être, placés les uns à côté des autres. Ces silos devaient être utilisés pour conserver le grain. Ces silos blottis entre ces murs imposants incarnaient le cœur non seulement de la cité perdue des pyramides, mais de tout le complexe des pyramides. Il y a 4500 ans, la nourriture venait souvent à manquer. Le grain, à l'instar de l'or, devait être soigneusement contrôlé et gardé. Le grain était le moteur qui faisait avancer le projet. C'était l'aliment de base, le pain. Sans pain, il n'y aurait jamais eu de pyramide. C'est là, auprès des silos à grains dans l'enceinte de ce bâtiment royal, que Nézert Vézert devait passer la plupart de ses journées. Vérifier la quantité de grains en compagnie de son pharaon devait faire partie de son devoir quotidien. S'assurer qu'il y avait suffisamment de céréales pour nourrir les ouvriers devait être sa tâche principale, car l'abondance de grains était la garantie que la pyramide royale serait achevée avant le décès du roi. Et voilà la pyramide de Khéops qui était à l'origine recouverte en pierre blanche. La construire a dû certainement constituer un gigantesque défi, car la pyramide était un lieu sacré, bâti en fonction de toutes les croyances religieuses. Ce qui peut expliquer la raison de tous ces puits. Il y a 2 puits semblables au-dessus de nous dans la chambre du roi, mais eux conduisent directement à l'extérieur de la pyramide. Pourquoi ces puits situés dans la chambre de la reine ne mènent-ils pas à l'extérieur? Zahi et Meg Waters ont décidé d'escalader la pyramide pour l'étudier de nouveau. La grande pyramide se dresse à environ 140 mètres du sol et en faire l'ascension permet de réaliser à quel point les blocs de pierre qui la composent sont imposants. Zahi et Meg se dirigent vers le point où les orifices des puits de la chambre de la reine sont censés se trouver à peu près à mi-chemin du sommet. Nous sommes près du puits maintenant. D'accord. Les archéologues ici, à Gizeh, ont cherché un peu partout à l'extérieur, sur le flanc sud. Mais ils n'ont trouvé aucune trace de l'orifice de ce puits. Pouvez-vous me dire à quoi servent ces puits? D'après moi, le puits sud fonctionnait comme un corridor symbolique pour l'âme du pharaon qui allait retrouver Ra, le dieu soleil. Pour les Égyptiens, l'âme du roi devait emprunter symboliquement ce puits. Le puits nord est aussi une espèce de corridor pour que l'incarnation du pharaon en grand cheval puisse rejoindre les étoiles du nord. Les puits devaient jouer un rôle majeur étant donné les difficultés qu'a posées leur construction. Ils n'ont pas été simplement creusés dans la pyramide après qu'elle ait été construite. Comme nous l'avons vu, ils ont été soigneusement disposés pendant que la pyramide s'élevait pierre par pierre. Pourquoi donc le pharaon avait-il besoin de ces puits? Pourquoi ne pouvait-il pas tout simplement emprunter la grande galerie et la sortie habituelle? L'égyptologue Rainer Stadelman estime que le roi ne voulait pas. C'est très important. Il est écrit dans les textes de la pyramide que le pharaon a dit « Je répugne à descendre vers le sol. Je dois monter directement au ciel. » Mais si l'esprit du pharaon passait directement de la chambre funéraire dans les cieux, pourquoi se sont-ils donné tant de mal à construire des puits dans la chambre de la reine dans laquelle le roi n'a jamais été enterré? La réponse a peut-être à voir avec la magie. Mark Lehner pense que la chambre de la reine était une chambre factice, une chambre scellée, destinée à n'être habitée que par l'âme du roi. Mais l'âme devait pouvoir sortir de la pyramide pour gagner les cieux. Une porte de pierre posait-elle un problème? Un passage bloqué ne constituait pas un problème pour l'âme du pharaon. Il n'avait pas besoin d'être ouvert pour que le souverain puisse monter aux cieux. Le moyen le plus courant pour aller dans l'autre monde dans les tombes égyptiennes classiques est ce que nous appelons une fausse porte, une porte factice. Lorsqu'il plaçait une fausse porte de pierre, sa signification était magique. Elle permettait de communiquer avec l'au-delà. Mais si la porte de pierre est une espèce de fausse porte magique, pourquoi est-elle munie de poignées? Ces garnitures de cuivre sont des instruments magiques que l'âme du pharaon peut saisir pendant qu'elle se déplace dans le corridor et utiliser pour ouvrir les portes pendant qu'elle gagne les cieux.
La magie est primordiale dans les rites égyptiens et la chambre funéraire de Khéops devait être remplie de toutes sortes de rouleaux de papyrus contenant des écrits magiques, des prières, pour l'aider pendant qu'il gagnait les cieux. Mais qu'y avait-il derrière la porte? Il est possible qu'il y ait eu un rouleau de papyrus ou quelque chose derrière ces pierres. Il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. Le mystère du puits secret demeure plus intrigant que jamais. Nous sommes de retour dans la chambre de la reine. Le moment de vérité est venu, n'est-ce pas, Zahi? Ce moment que nous attendons tous avec impatience. La caméra est alignée dans l'axe de ce trou de 2 cm percé dans la pierre. Nous allons pouvoir suivre ses progrès à l'aide de cette caméra. Nous allons savoir s'il y a quelque chose derrière cette porte et, le cas échéant, quoi. Vous pouvez voir la caméra progresser régulièrement dans le trou. Zahi, commentez-nous ce qui est en train de se passer. La caméra est dans le trou, mais je ne vois rien du tout. D'accord. Oh mon Dieu, regardez ça. On entend des cris ici. Je dois vous dire que notre équipe d'archéologues attend ce moment depuis des mois. C'est terriblement excitant. Que voyons-nous, Zahi? On peut voir une autre porte scellée. Une autre porte scellée? Oui. Que sont ces marques sur la porte? Ce sont des fissures. C'est une autre porte scellée. C'est une autre salle. C'est une seconde porte scellée. J'ai l'impression qu'on a fait une découverte. Une autre découverte? N'y a-t-il pas quelque chose là, sur le sol? Que se passe-t-il là? On dirait qu'il s'agit d'une porte, comme vous le dites, et non pas d'une impasse. Regardez ce trou en dessous. Oui? Il me semble qu'il scelle quelque chose. Nous nous trouvons en face d'une découverte. C'est incroyable. Et je suis très heureux que nous ayons découvert un autre espace. Nous avons trouvé une autre porte scellée. C'est incroyable, c'est la première fois qu'un nouvel espace a été découvert dans la Grande Pyramide pendant les 130 dernières années. Je sais, mais Laura, c'est capital. Je suis très fier de cette découverte qui va permettre de résoudre l'un des mystères de la Grande Pyramide de Khéops. Mais que va-t-il se passer ensuite? Ensuite, nous allons étudier cette découverte et nous saurons comment nous pourrons résoudre d'autres secrets des pyramides. Ce que vous montrez en ce moment est tout à fait intéressant. Cela prouve à quel point les grands Égyptiens étaient étonnants. A-t-on une idée de l'utilité de cette porte? Pourquoi y a-t-il 2 portes? Je l'ignore, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important caché derrière. Sans aucun doute, les recherches devront continuer et au fur et à mesure des découvertes, National Geographic vous tiendra informé. Mais nous allons maintenant devoir vous dire au revoir depuis la chambre de la reine. Bonne chance, Laura. Vous avez fait du bon travail. Merci, vous aussi. Je repasse l'antenne à Jay. Au revoir. Quelle nuit exceptionnelle, n'est-ce pas? Nous avons déjà commencé à répertorier et à analyser ce qui a été trouvé ici. Nous devons vous dire que depuis que ce projet a été conçu ici, à National Geographic, tout le monde a réalisé qu'il s'agissait d'une sorte d'expérience du XXIe siècle, un mélange de science pure et de télévision. C'est une association plutôt incongrue et nous sommes bien placés pour le savoir. La science exige de la patience et la télévision a un besoin de résultats immédiats. Cependant, elles sont toutes deux en quête d'une révélation, mettant à jour ce qui est caché sous la surface des choses. Pour être honnête, je ne pense pas qu'il existe des cœurs qui, au moment de faire une découverte, battent plus fort que ceux des scientifiques. Si nous avons réussi à vous donner chez vous un aperçu de cet univers, de cet instant où l'inconnu devient connu, alors nous pouvons considérer cela comme un succès. Nous nous trouvons ici sur une terre sacrée, berceau de la première grande civilisation du monde. Et maintenant, de la part de Laura, du Dr Hawass, de tout le monde ici de National Geographic et de moi-même, Jay Shadler, bonne nuit du plateau de Gizeh et des Grandes Pyramides.